Nous avons décidé d'arrêter comme sujet la théorie de la SF, en réfléchissant en fait au programme de séminaire, à ce que nous voulions étudier, creuser et lire ensemble sous le regard d'un chercheur ou d'une chercheuse en science-fiction. Il nous a semblé important de commencer par ce que nous avions tous en commun, doctorants et doctorantes, sur des corpus catégorisables en science-fiction, c'est-à-dire la théorie de la SF. En effet, elle est le cadre conceptuel et métadiscursif qui oriente nos recherches et nous permet d'analyser les dispositifs propres à la science-fiction. Ainsi, cette première séance cherche à explorer les discours théoriques et débats qui constituent le cadre de réflexion académique de la science-fiction. Donc, cette première séance commencera donc par la théorie suvinienne que je présenterai. Suivra ensuite une présentation de Margot Châtelet sur les discussions autour de la théorie suvinienne, notamment par Simon Spiegel. Ensuite, Simon Bréant, maître de conférence à la Sorbonne Université, discutera de nos communications durant une dizaine de minutes. Et si il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat et nous les prendrons. Ensuite viendra une pause de 10 minutes et on enchaînera sur la deuxième partie avec la communication de Frédéric Guignard, qui explorera le concept de paradigme absent de Marc Angenot. Et enfin, Romain Bionda qui questionnera la généralité de la science-fiction, et notamment en s'appuyant sur le théâtre de science-fiction. Merci Nadège et merci Irène pour tes mots tout à l'heure. Donc c'est Nadège qui va ouvrir le bal de cette séance en nous parlant des différents concepts fondateurs de la théorie SF tels qu'ils ont été définis par Darko Suvin. Donc Nadège est doctorante en littérature contemporaine rattachée au laboratoire LISA de l'université Gustave Eiffel. Elle mène une thèse financée par le programme Impulsion de l'ICIT Futur, Par vie, parole de ville, depuis septembre 2019 sous la direction d'Irène Langlais. Ses recherches se concentrent sur les imaginaires urbains dans les fictions climatiques, CLI-FI en abrégé, genre médiatique qui se construit en contexte d'anthropocène et hérite d'un imaginaire science-fictionnel hybride, post-nucléaire, post-apocalyptique ou encore catastrophiste. Sa recherche s'attache à explorer la place et le rôle du vivant en contexte urbain, et ce, dans une démarche interdisciplinaire en puisant principalement dans les méthodologies des études culturelles et de l'épistémocritique. Son corpus est intermédial et croise des aires culturelles et géographiques internationales allant de 1962 jusqu'à 2019. Donc Nadège, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Je vais vous présenter une communication qui s'intitule « Tour d'horizon des concepts fondateurs de la théorie SF suvinienne ». Un discours théorique et critique sur la science-fiction s'est constitué tardivement par rapport à l'émergence du genre. Les premières études sérieuses datent des années 40 et 50. Jean-Marc Goenvik recense 3 ouvrages majeurs dans la science-fiction française au XXe siècle, de 1960 à 1968, essai de sociopoétique d'un genre en émergence, publié en 1994. Donc, il recense 2 ouvrages dont les approches de la SF sont thématiques et historiques. Pilgrims Through Space and Time, de James Osler Bailey, publié en 1947, et Modern Science Fiction, Its Meaning and Its Future, publié en 1953, de Reginald Bretnor, et un texte de 1950 de Jean-Jacques Briden, dont l'approche est générique et thématique. La littérature française d'imagination scientifique, publiée en 1950. Mais c'est en réalité seulement à partir des années 70 que se constitue un véritable métadiscours théorique sur la science-fiction, et notamment ses caractéristiques génériques, esthétiques et poétiques. Jusque dans les années 70, l'approche était généralement thématique. L'entreprise universitaire la plus riche et qui marque un tournant dans la légitimation de la littérature de science-fiction comme objet d'étude et de savoir se concrétise avec la publication en 1979 de Metamorphosis of Science Fiction and the Poetic and History of a Literary Genre de Darko Suvin.
Notons toutefois, pour ce qui est de la construction d'un savoir scientifique sur la science-fiction, les travaux de sociolittérature de Gérard Klein, Malaise dans la science-fiction, publié en 1977, l'étude sémiologique du spécialiste de paralittérature Marc Angenot, avec l'article Le paradigme absent, élément d'une sémiotique de la science-fiction, publié en 1978, que Frédéric Guignard glosera, ou encore l'étude post-freudienne de l'ASF par Boris Eisekman dans Inconscience Fiction, publié en 1979. Donc, nous allons voir le contexte académique dans lequel s'inscrit la théorie suvinienne. Donc, la première étude théorique de Suvine sur la SF date en réalité de 1972. Il s'agit d'un article résultant d'un séminaire sur le fantastique qu'il a communiqué à Yale, intitulé On the Poetics of the Science Fiction Genre, publié une année avant la fondation de la revue Science Fiction Studies par Richard Delmelon, dont Suvine sera coéditeur. Une version allégée de Metamorphosis of Science Fiction, réunissant des articles de Suvine sur la SF, est publiée avant l'ouvrage américain, avant 1979, en 1977, et intitulée Pour une poétique de la science-fiction, études en théorie et en histoire d'un genre littéraire. Et il est important de noter cela, car cette version française ne possède pas le chapitre de la première partie qui nous intéresse particulièrement, SF and the Novum, comme l'explique Aurélie Huse dans sa thèse soutenue en 2018, L'intermédialité dans la science-fiction française de la planète sauvage Akaina. Donc pourquoi choisir d'étudier ce texte alors qu'il a fait l'objet de nombreuses réactualisations ? Premièrement, car il s'agit du premier ouvrage théorique qui propose un véritable outillage herméneutique à partir des concepts et théories littéraires que Suvine applique à la science-fiction, comme l'estrangement ou le novum. Et deuxièmement, parce que cette étude structure toujours le métadiscours critique sur la science-fiction. L'ouvrage a charpenté non seulement la critique de la SF, mais aussi la critique des genres de l'imaginaire connexe, comme la fantasy. Même si toute critique de la SF n'est pas suvinienne, le domaine dans son ensemble est suvinien, ou du moins post-suvinien, dans le sens où le discours produit en réaction à son travail par ses disciples et par ses détracteurs a encadré 4 décennies ultérieures de recherche à partir de celui-ci. C'est ce qu'abordera notamment la communication de ma camarade Margot Châtelet. L'influence de Suvine peut être enregistrée dans la manière dont sa définition de la science-fiction, comme littérature de l'estrangement cognitif, est devenue omniprésente dans les préfaces qui introduisent des œuvres d'auteurs canoniques comme celles de Wells, Verne ou Gernsback, ou tout autre auteur fondateur, notamment associé à la production de proto-SF. Jerry Canavan nous en informe dans The Suvine Event, exorde à la réédition en 2016 sous sa direction de Metamorphosis of Science Fiction. Donc nous explorerons la théorie suvinienne, non pas à partir de Pour une poétique de la science-fiction, mais à partir de Metamorphosis of Science Fiction, réédité en 2016, augmenté de préfaces, postfaces supplémentaires, notamment de son éditeur. Donc, nous nous attarderons particulièrement sur les chapitres 1 et 4 de la partie 1, intitulée Poetics. Ces 2 chapitres proposent l'essentiel de l'appareillage analytique science-fictionnel. L'ouvrage, dans sa version américaine, est scindé en 2 parties. La première, Poetics, est subdivisée en 4 chapitres, Estrangement and Cognition, SF and the Genealogical Jungle, troisième sous-partie, Defining the Literary Genre of Utopia, Some Historical Semantics, Some Genealogy, A Proposal and Plea, et enfin, SF and the Novum. Les chapitres de la partie 1 sont une entreprise de définition générique, esthétique, narratologique, poétique, thématique et politique de la science-fiction dans ce qu'il appelle la jungle des genres. C'est dans ces chapitres que sont exposés donc les concepts d'estrangement cognitif, de novum, de littérature non mimétique, qui font pour Suvine la spécificité du genre. Puis la seconde partie est historique et esquisse une revue des grands écrits de More à Wells. Cette partie
dans un premier temps, étudie la proto-SF, puis ce qu'il appelle la SF plus récente. Alors, premier point, donc la science-fiction, une littérature de l'étrangement cognitif non mimétique. Suvin s'interroge sur ce qui fait la spécificité de la SF. Qu'est-ce qui fait qu'un texte peut être considéré, classé, catégorisé comme appartenant au genre SF? Dans la petite 1 du premier chapitre, intitulé Estrangement and Cognition, Darko Suvin cherche à définir la poétique science-fictionnelle en dessinant les contours de son cadre formel, celui de l'estrangement cognitif. L'expression panache deux idées. La première, l'estrangement, et la deuxième, son caractère cognitif. Je le cite. La science-fiction est donc un genre littéraire dont les conditions nécessaires et suffisantes sont la présence et l'interaction de l'estrangement et de la cognition. Le principal procédé formel est un cadre imaginaire différent du monde empirique de l'auteur. Donc l'estrangement est produit par un cadre spatio-temporel, par des personnages ou encore un régime narratif étrangéifiant par rapport au monde connu du lecteur et de l'auteur, ce que Suvin nomme le monde zéro. La science-fiction partagerait pour Suvin l'étrangement avec d'autres littératures de l'imaginaire, le fantastique, les contes de fées, à ceci près que les genres cités n'engagent pas concrètement la démarche cognitive que nous verrons ultérieurement. Pour comprendre l'estrangement cognitif, attardons-nous sur sa généalogie. Suvin affirme construire le syntagme à partir du concept de théorie littéraire que l'un des fondateurs de la théorie formaliste de la littérature, Victor Szaflowski, en 19, nomme Ostranine, traduit par étrangisation, défamiliarisation ou encore singularisation, sous la plume du sémiologue français spécialisé sur les courants formalistes russes, Tsevan Todorov. Dans l'essai L'art comme procédé, Szaflowski désigne étrangéisation, le processus artistique qui vise à exprimer une idée commune, familière, sous une forme nouvelle, déplaçant ainsi l'ordinaire, le trivial, le familier, dans le champ du poétique. Szaflowski fait de ce procédé la définition même de l'art. Je le cite lorsqu'il parle du procédé d'étrangéisation propre à l'art. L'art est le moyen de voir quelque chose devenir. Ce qui a réellement été n'a aucune importance. Pour Szaflowski, le procédé d'étrangement consiste à sortir nos perceptions de leur automatisme habituel, à décrire un objet, une personne ou une situation comme s'ils étaient vus pour la première fois, ou d'un point de vue inédit, par un étranger, ou voire de manière impossible par un animal, afin d'empêcher que fonctionne le processus réflexe de reconnaissance. Donc le procédé les ramène, dans toute leur consistance bizarre, à la pleine conscience du lecteur. Suvin poursuit la généalogie du concept d'étrangement en signalant que Brecht se l'est approprié et a renommé ce qu'il identifie comme procédé utilisé dans le cadre d'une narration fictionnelle, le Verfremdungseffekt, de l'amenant fremd, étrange, étranger, inconnu. Suvin extrapole cet effet d'étrangéisation comme caractéristique de la science-fiction. Donc l'estrangement est à la fois une attitude de réception de la part du lecteur, qui est rendu étranger à son propre monde, et un procédé littéraire créateur de l'effet SF. Ensuite, dans le syntagme étrangement cognitif, le terme cognitif, pour Suvin, est donc la capacité en fait, de la science-fiction à produire chez le lecteur une attitude de spéculation, une attitude cognitive, c'est-à-dire une attitude d'enquête, de raisonnement, une mise à l'épreuve de ses capacités d'inférence pour comprendre les phénomènes nouveaux, les phénomènes étranges, notamment liés à des éléments scientifiques, techniques et futuristes. Alors, les conséquences de l'étrangement cognitif sur les genres, maintenant, en deuxième point, donc l'estrangement cognitif permet à Suvin d'élaborer une taxonomie de la science-fiction en la confrontant, de la science-fiction et des littératures de genre, en la confrontant à ce qu'il nomme la jungle des genres,
Donc, il découpe en deux grandes classes les genres. Il y aurait les genres cognitifs et non cognitifs, premièrement, et les genres naturalistes et étrangéifiants, deuxièmement. D'une part, en partant de l'outil d'éstrangement, Suvin opère un partage des productions fictionnelles en deux types. Les fictions réalistes ou naturalistes, qui cherchent à reproduire, je le cite, fidèlement les textures et les surfaces empiriques reconnues par les sens et par le sens commun. Et au contraire, les fictions de l'éstrangement, dites strange fiction, qui donnent à voir un cadre formel radicalement ou nettement différent, échappant à toute vérification empirique. Donc, il affirme que l'effet d'étrangisation, je cite, différencie la science-fiction des principaux courants littéraires réalistes dominants du XVIIIe et jusqu'au XXe siècle. Et ces fictions réalistes, que Suvin qualifie de mimétiques ou naturalistes, qui reproduisent le monde zéro, c'est-à-dire le monde empirique connu de l'auteur et du lecteur, la SF n'en fait pas partie. Elle est une littérature non mimétique. Et donc le critère cognitif, d'autre part, distingue les genres cognitifs et les genres anticognitifs. Le genre de l'éstrangement et science fiction, que sont les genres de l'imaginaire comme le conte de fées ou le fantastique, ne sont pas des fictions cognitives, car elles sont, pour Suvin, donc anticognitives. Il les nomme métaphysiques, car l'explication de l'étrangeté n'est ni rationnelle, ni scientifique, mais plutôt de l'ordre de l'irrationnel, du magique, du métaphysique. Et donc, à partir de ce double critère définitoire du genre, étrangement et cognition, Suvin introduit l'outil au service de l'étrangéification au pouvoir cognitif, qu'il nomme le novum, c'est-à-dire une altérité diégétique permettant le mouvement cognitif, spéculatif, de formulation par le lecteur d'hypothèses, de questionnements propres à la science-fiction. Donc, dans un troisième point, donc, la littérature de science-fiction, une littérature de novum. Suvin propose le novum pour définir donc, cet outil qui permet de mettre en place l'éstrangement cognitif. Le novum serait une étrangeté, une nouveauté étrange inscrite dans le texte. Il s'agirait d'une altérité massive par rapport aux normes du monde zéro, donc aux normes du monde du lecteur et de l'auteur. Et c'est ce novum qui déclencherait l'activité cognitive du lecteur et produirait un basculement, un glissement du cadre de référence en devant faire une opération d'explication d'ordre rationnel. Donc, il définit le novum en ces termes. Un novum d'innovation cognitive est un phénomène ou une relation totalisante qui s'écarte de la norme de réalité de l'auteur et du lecteur implicite. Sa nouveauté totalisante, fermez les guillemets, sa nouveauté totalisante, dans le sens où elle implique un changement de l'univers entier de la fiction, ou du moins de ses aspects cruciaux, permet ce passage à l'effet de science-fiction. Une narration SF, donc, est une fiction dans laquelle l'élément ou l'aspect science-fiction, le novum, est hégémonique, c'est-à-dire central. Il détermine l'ensemble de la logique narrative. Chez Jules Verne, par exemple, ce serait le Nautilus. Chez Wells, une machine à explorer le temps. Suvin énumère différentes dimensions du novum. Il en énumère 4. Premièrement, une invention discrète. Il prend pour exemple le gadget, la technique. Deuxièmement, un cadre spatio-temporel, par exemple une exoplanète ou un satellite artificiel. Troisièmement, un agent qui pourrait être un personnage, comme un animal humain ou un cyborg. Et quatrièmement, des relations qui sont fondamentalement nouvelles dans l'environnement de l'auteur, par exemple un monde post-nucléaire. Donc le novum, pour Suvin, est la condition nécessaire de la science-fiction en la différenciant de la fiction naturaliste. Le novum concerne des aspects extrêmement variés du monde fictionnel et sa nouveauté s'évalue par rapport au contexte de production de l'œuvre et de la culture de genre qui s'est construite. En d'autres termes, par rapport à ce que Damien Broderick nomme le mégatexte,
c'est-à-dire le cumul des références culturelles dans le répertoire imaginaire de la science-fiction. Donc l'imaginaire collectif cumulé. L'oscillation entre le monde zéro, donc le monde empirique, et la nouvelle réalité induite nécessite un déplacement donc, de la réalité. Et Suvin répertorie différents déplacements de la réalité qui permettent de créer ces glissements. Il prend pour exemple La machine à voyager dans le temps de Wells ou L'homme invisible. Maintenant, Suvin distingue un faux novum et un vrai novum. Il y aurait un novum radical, en quelque sorte, et un pseudo-novum. Suvin établit donc une distinction. Le caractère politique et éthique du novum le catégoriserait comme vrai novum. Le plus courant des novums est probablement le voyage dans le temps, bien qu'il existe plein d'autres novums qui ont été utilisés et réutilisés par les diverses productions de SF. Et Suvin donc, estime que certains des travaux de SF très commercialisés réutilisent constamment le même type de novum. Et donc, il formule l'hypothèse qu'il s'agirait donc de pseudo-novum, de faux novum, car ne produisant pas justement d'étrangérification. Donc, les faux novums sont des altérités superficielles qui produisent un effet novum sans véritable estrangement cognitif. Et c'est par cette différenciation entre vrai et faux novum, qu'il exclut des sous-genres de la SF comme le space opéra ou la science fantasy, dans lesquels le novum serait majoritairement pauvre. Par conséquent, il y aurait donc une bonne et une mauvaise science-fiction, déterminée par son novum, vrai ou faux. Le vrai novum détermine les qualités esthétiques de l'œuvre et ses qualités éthico-politiques. Et il invoque donc, et pour Suvin, les qualités éthico-politiques d'un novum sont déterminantes, car c'est un penseur marxiste pour qui une SF significative invoque un novum qui détourne du monde zéro pour commenter le contexte collectif de l'auteur. Donc le novum est pour Suvin une illusion d'optique, un détour pour permettre au lecteur de voir par analogie son monde. Je cite désormais Jerry Canavan qui a édité Metamorphosis of Science Fiction, qui reprend les propos de Suvin. Un novum est faux, écrit Suvin, à moins qu'il ne participe d'une manière ou d'une autre à ce que Bloch appelle la première ligne du processus historique, ce qui pour lui et pour moi, donc Suvin, en tant que marxiste, signifie un processus intimement lié aux efforts pour désaliéner les gens et leur vie sociale. Donc le vrai novum dans la science-fiction, pour Suvin, permet la critique sociale et politique. Et ce poids politique du novum s'explique du fait que Suvin tient le terme novum de Ernst Bloch, un philosophe allemand partisan du marxisme, qui dans le Principe Espérance, publié en 3 volumes, et notamment dans le premier, L'esprit de l'utopie, publié en 1977, estime que dans toute grande philosophie, on trouve un élément d'espérance et elle se caractérise par une attente contemplative et non pas une croyance mystique, mais l'espérance d'une fin. Cette fin serait un novum. C'est pour Bloch un changement radical dans l'histoire qui conduirait à une libération socialiste et donc l'émergence d'une nouvelle société. Et donc il y a dans le novum, dans le vrai novum, des enjeux sociopolitiques. Donc, en conclusion, je dirais qu'aucune autre étude, plus que Metamorphosis of Science Fiction de Suvin, n'a été aussi importante, disons, dans la construction des analyses du genre. Et sa recherche a longuement été discutée, pose problème, notamment du fait de son caractère prescriptif et très normatif, qui
distingue et catégorise les genres, et notamment la valeur des genres de l'imaginaire comme bonne ou mauvaise. Et ceci fondé sur des critères qui ont été discutés après la publication de Metamorphoses of Science Fiction, et qui permettront de rebattre les cartes.